Je m'appelle Buridan, j'ai 34 ans, je suis auteur, compositeur, interprète, je crois qu'on dit autrice, compositrice, interprète maintenant, depuis 2007. Donc j'écris des chansons, je les joue sur scène. J'ai sorti 2 albums, un premier qui s'appelait Pas Fragile en 2012 et puis un deuxième en 2017 qui s'appelait Barge Endurance. Et je suis en train de préparer le 3e. Et à côté de ça, je fais aussi des ateliers d'écriture de chansons avec différents publics, des jeunes, des moins jeunes, des hommes en prison, dans les hôpitaux. Et je fais aussi des voix pour des musées, pour des audioguides, de temps en temps pour des publicités. Essayer de consommer moins, d'avoir le moins de choses à la maison possible. Quand on fait rentrer un objet, on en sort un autre, on le donne, etc. Et puis la cause, comme on dit ça, la cause des femmes. Enfin, en tout cas, je suis assez engagée en tant que femme, inévitablement, mais en fait, je trouve toujours ça bizarre de dire féminisme, alors qu'en fait, c'est de l'humanisme, en fait. Voilà, donc en tant qu'en plus femme qui travaille dans la musique, qui est un milieu très masculin, etc., c'est forcément un sujet qui touche, quoi. En fait, ce qui m'a questionnée, c'est comment moi-même j'entretiens ce rapport d'inégalité en fait, avec le paternalisme. En fait, le paternalisme, c'est pas juste que des hommes qui se placent en père et qui te disent c'est comme ça qu'il faut faire, c'est toi aussi qui te mets dans une position de petite fille, en fait. Et j'ai mis plusieurs années avant de comprendre ce fonctionnement-là, qu'en fait, on est deux dans une relation et que chacun fait 50% du travail, en fait. Et mon travail a consisté à comment on fait pour rééquilibrer ce truc et se placer au moins sur un rapport d'égalité, en fait. Donc il y a aussi, sur mon deuxième album, j'ai écrit et composé des chansons et j'ai aussi fait les arrangements, c'est-à-dire penser à quel pattern de batterie on va mettre, de quoi on accompagne ce guitare-voix, est-ce qu'on met des cordes, des vents, de la musique électronique ou pas, etc. Et j'ai ensuite travaillé avec un réalisateur, c'est celui qui va faire les prises de son, qui peut aussi optimiser les arrangements, etc. Et en fait, cette personne est devenue, aux yeux de tous, l'arrangeur et le réalisateur. Donc moi, tout le travail que j'avais fait, parce que je suis une fille et qu'on pense que les nanas, elles ne savent pas trop faire ça, les nanas, elles chantent. Au mieux, elles composent, elles écrivent, mais alors faire des arrangements, c'était un truc, on n'entendait pas en fait. C'était un gros conflit avec mon ancienne maison de disques. Personne ne voulait entendre mon travail en fait. On me faisait travailler avec d'autres réalisateurs qui effaçaient tout ce que j'avais fait, qui gardaient la trame écriture compo et puis qui reconstruisaient tout leur monde à eux autour de ma musique. Donc c'est hyper intrusif et puis on te vole, je sais pas, c'est comme si on te retire un bras quoi. Il y a un truc, c'est hyper bizarre. Ça a évolué parce que déjà je pense que les choses évoluent dans la tête des gens. Et puis ça a changé aussi parce que moi j'essaye aussi non pas de m'imposer, mais en tout cas de faire entendre, plutôt que d'être dans un truc où on s'efface, on dit bah d'accord, ok, d'essayer d'oser s'autoriser à prendre cette place-là en fait. Le premier déclic, ça a été en fait d'être contre un mur. C'est-à-dire que je voulais être danseuse, donc je viens de Rouen, je suis arrivée à Lyon pour faire danse-études à Lyon 2, à la fac. J'étais hyper agoraphobe, donc j'avais du mal à suivre les cours, à être assez régulière et tout ça. Et j'ai abandonné mon cursus danse un peu en cours d'année. J'ai essayé de valider ma licence, mais c'était compliqué, et donc j'ai redoublé ma 3e année. Et puis à la fin de cette 2e, 3e année, j'arrivais toujours pas à valider mon diplôme parce que je n'arrivais pas à aller en classe régulièrement. Et je me suis dit, mais je peux pas redoubler, je peux pas faire une 3e année. Enfin, il y avait une espèce de blocage. Je me dis, en fait, ça sert à rien, je n'y arrive pas. Et du coup, j'avais rien, j'avais pas de diplôme, j'étais pas allée au bout de mon truc de danse. Et mon handicap de l'époque faisait que je me voyais absolument pas faire un boulot alimentaire. Donc il fallait que je fasse quelque chose. Et j'étais quelqu'un qui avait toujours eu une vie intérieure très riche et une vie extérieure peu développée. Et il y avait quand même ce truc où dans la création, je me sentais un tout petit peu confortable, en tout cas dans l'écriture. Et je commençais un peu à faire des chansons. Et voilà, quand je me suis trouvée un peu dans ce truc d'impasse, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et puis voilà, psychologiquement, c'était aussi un peu compliqué et tout. Et je suis tombée dans le petit bulletin, le journal, d'une annonce du Conservatoire de Lyon qui avait ouvert une classe de musique actuelle qui faisait une audition.
un peu le tout pour le tout, comme une bouteille à la mer. Je suis allée à cette audition en disant pourvu que je sois pas prise parce qu'en fait le programme ça me terrifie, je suis trop timide et j'y arriverai jamais et tout ça. J'avais jamais branché une guitare avec un jack, j'avais jamais chanté dans un micro et du coup j'ai dit est-ce que je peux jouer en acoustique. Donc j'ai joué en acoustique dans le micro comme ça et j'ai été prise et en fait ça a été vraiment le début, l'enclenchement de cette carrière quoi. Enfin carrière c'est toujours un peu impressionnant comme mot mais en tout cas c'était un endroit où les gens m'ouvraient la porte, où la porte s'ouvrait en fait et genre il y a de la lumière et j'y suis allée. Et ça s'est fait un peu comme ça. Et dans la foulée, j'ai fait un tremplin à Lyon aussi, et que j'ai remporté. Et dans le jury, il y avait Olivier Boucan-Gibaud, qui est un tourneur. Donc il avait voté pour moi. Et quelques mois après, il m'a recontacté en me proposant qu'on travaille ensemble. Qu'en fait, ça a démarré hyper vite. Enfin, en tout cas, ça a pu se professionnaliser hyper vite, en fait. Et je pense que ça m'a sauvée en fait, tout court. Et j'ai commencé à faire des dates, et je savais pas bien jouer de la guitare, et puis je chantais comme je pouvais. Enfin, il y avait vraiment un truc qui était de l'ordre de... Je crois que vraiment ce truc-là de bouteille à la mer, un peu de... Et puis il y a quelqu'un qui repêche, et puis on se laisse un peu traîner par la canne à pêche comme ça pendant quelques années, et puis on se dit mais attends, est-ce que ça me plaît ce que je fais parce que du coup, là, j'ai plutôt l'impression de me faire porter, de ne pas être proactive dans cette histoire-là et de subir, même si c'est une soumission agréable, quoi. Et du coup, voilà, je me suis dit, ok, en fait, c'est génial. Donc, saisis ce truc-là et maintenant, bosse, en fait. Donc, travaille ta guitare, travaille ton chant, et des idées, soit dans le dynamisme, en fait. Et du coup, ça a switché comme ça. Vers 2010 on va dire, donc j'ai mis 3 ans avant d'embrasser le truc à bras le corps quoi. Donc ouais, le déclic c'est contre le mur, la rencontre avec Olivier qui est encore mon partenaire aujourd'hui 11 ans plus tard, qui a produit certains EP, produit certains disques, qui fait toujours qui organise des tournées, qui a été manager à un moment quand ça se passait plus bien avec les managers. Enfin voilà, c'était vraiment la personne ressource, le pilier, le coéquipier du navire par tous les temps quoi. L'expérience marquante, ça a été la rupture avec ma première maison de disques, qui du coup était une majeure parisienne, donc c'était à la fois une chance énorme de pouvoir travailler avec des gens qui ont les moyens, et donc ça a été une super expérience sur le premier disque. Et quand on a embrayé sur le deuxième, c'est là où ça a été compliqué. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est là où j'ai commencé à faire mes arrangements. En fait, il y a un peu le premier disque, on ne sait pas trop qui on est, donc on accepte qu'on nous impose de travailler avec des gens, de tourner tel clip, etc. Et puis plus on sait qui on est, et ben plus ça nous oblige, enfin, on est obligé de convaincre en fait les gens avec qui on travaille. Et les maisons de disques, les majeures parisiennes, c'est très particulier parce qu'ils ont hyper envie que ça marche, donc ils ont envie que ça plaise à tout le monde, et en fait tu peux pas plaire à tout le monde, donc du coup ça t'empêche de prendre des risques, ça limite un peu en fait la créativité. Et on s'est pas compris, donc c'est là où on a bossé avec plusieurs réalisateurs, on a perdu de l'argent, et puis ça devenait vraiment... je me dis mais... on tourne en rond, et puis je comprends pas où on va, et en fait j'ai l'impression que ce disque on va jamais le sortir, et que moi je vais mourir... symboliquement quoi en fait, ça va disparaître tout ça. Et donc j'ai voulu rompre le contrat pour retrouver ma liberté d'expression, donc avocat, etc. Et tout ça a été très long. Ça a été une période de grand vide, de chômage technique un peu aussi, où voilà, tu peux plus faire ton métier en fait. Et à ce moment-là, j'ai décidé en fait de faire un travail avec un coach que j'avais rencontré au Francophonie, qui travaille avec des artistes, pour en fait interroger cette période. Et en fait, bien sûr, j'en voulais beaucoup à mon ancienne maison de disques, de m'avoir un peu imposé l'immobilité et tout ça. Et en même temps, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, quelle était ma part à moi aussi de responsabilité en fait, parce que encore une fois, on était à 50-50. Qu'est-ce qui faisait que j'avais supporté pendant autant de temps qu'on me fasse un peu tourner en bourrique, et pourquoi j'avais pas réussi à en fait enclencher
plus rapidement les choses et aussi qu'est-ce que je pouvais faire pour que ça se reproduise pas. Et donc j'ai travaillé avec ce coach pendant 6 mois. C'est qu'on avait beaucoup travaillé sur ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et moi, à dire ce que je veux, j'avais toute l'impression que dire je veux, c'est un caprice, c'est oh là là. Moi, en général, quand je dis un truc, c'est est-ce que ça ne nous ennuierait pas si peut-être, éventuellement, ce serait possible de, mais surtout vous me dites, etc. En fait, ça brouille le message de l'interlocuteur d'en face. Et en fait, dire clairement les choses, ça permet aussi à l'autre de se positionner. J'ai appris que c'était un muscle, qu'il fallait s'entraîner tout le temps à dire clairement ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas, ce qu'on souhaite, ce qu'on ne souhaite pas, sans que ce soit un truc d'autoritarisme en fait. Inévitablement, écrire, enfin, c'est vraiment faire appel à l'intime de soi en fait, c'est-à-dire que même si on n'est pas obligé de chanter notre journal intime, en fait, peu importe, quand on écrit, on est tout le temps en train de parler de soi, même si on raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, même si c'est toujours par notre prisme en fait. Moi j'ai toujours écrit soit des pensées, enfin on peut appeler ça des journaux, soit des chansons pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait et ce qui me traversait. Soit comprendre une émotion, soit comprendre un événement, et on n'a pas toujours la réponse, mais en tout cas le fait de mettre des mots dessus, en fait l'importance de mettre des mots sur des choses permet vraiment de les comprendre, et puis on se rend compte qu'en fait les mots c'est aussi des outils, et que tu peux comprendre les choses de plein de façons différentes, selon l'angle dans lequel tu te places, et c'est ça qui est intéressant aussi, et avec une chanson tu te rends d'autant plus compte que tu écris quelque chose, à partir du moment où tu l'écris, ça t'appartient plus, à partir du moment où tu le chantes, ça t'appartient encore moins, ça appartient à celui qui le reçoit, avec son propre filtre, avec sa propre histoire. Et par exemple, j'avais écrit une chanson sur l'avortement. À aucun moment j'utilise le mot avortement, qui est vraiment un mot très laid et pas du tout poétique, et je disais ce petit truc qui, machin, ce petit truc qui, etc. Et ça pouvait être tout et n'importe quoi. Et à la fin d'un concert, un homme, une 50aine d'années, vient me voir et me dit merci beaucoup pour votre chanson sur l'alcoolisme, j'ai l'impression que vous parlez vraiment de moi. Et je me dis, bah waouh, en fait voilà, ça c'est merveilleux, et une chanson ça sert à ça, c'est être un support en fait. C'est comme une carte qu'on va tirer, et ça ne dit pas l'avenir et ça ne dit pas la vérité, mais c'est juste un support pour déposer des choses dessus en fait, et se délester de quelque chose. Et du coup, la chanson, la musique, ça devient quelque chose de fédérateur, c'est-à-dire que moi j'arrive avec mon petit problème, avec mon histoire personnelle, que je maquille un peu, et d'un seul coup je me rends compte que c'est un truc qu'on peut partager à 150 dans une salle, ou à 300, ou à 3000, et que chacun va y mettre quelque chose, et d'un seul coup on se sent vachement moins seul, et c'est ça que j'adore. Et du coup c'est d'en parler avec les gens à la fin du concert, quand ils disent cette chanson, je l'ai beaucoup écoutée quand je me suis séparée de mon copain, quand mon père est mort, quand... Et je me dis, c'est merveilleux, parce que c'est des choses que j'ai moi-même vécues en tant qu'auditrice, de mettre un disque dans ma voiture, et à l'époque où il y avait des disques, et de sentir cette espèce de chaleur et de réconfort à écouter quelqu'un chanter dans l'oreille, en fait, et de dire, je ne suis pas seule. En fait, le pouvoir cathartique de la musique, il est puissant, quoi. En fait, non, je trouve ça pas facile du tout. Et comme je suis un peu dans cette phase-là en ce moment, j'y suis vraiment confrontée. Et des fois, en fait, je sens physiquement ce que je dois sortir, de quoi j'ai envie de parler. Mais il y a toute une phase où dès que j'écris un truc, je suis non, c'est nul. Enfin, tu sais, c'est bateau et ça dit pas bien. Et c'est comme une traduction, des gens qui vont faire de la traduction d'un auteur japonais en français. Si tu fais une traduction littérale, tu sais, en fait, il te manque une personnalité, il te manque une émotion, etc. Et le travail du traducteur, ça va être de comment je fais avec la langue française pour arriver à transpirer l'œuvre, en fait. Et écrire une chanson, pour moi, c'est ça, c'est comment tu arrives à transpirer ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est un travail de recherche et tout ça. Et bon, il y a un moment où tu y arrives quand même, et tu sais que tu y arrives quand en fait, quand tu as l'euphorie, tu te dis ah putain, ça y est, j'ai trouvé le truc, et puis tu as envie de la chanter à tout le monde. Donc, je me souviens quand j'étais en coloc, je disais à ma coloc, est-ce que je peux jouer la chanson et tout. Puis après, tu as envie de la jouer tout le temps. Et en fait, c'est ça, le signe que c'est ta bonne chanson, c'est-à-dire que tu l'assumes, c'est que ça veut dire que tu peux la jouer à quelqu'un sans te sentir ridicule, et que tu sais qu'il n'y a rien qui. Même si la personne te dit oh bof, toi tu la kiffes en fait. Voilà,
Moi, c'est ça le signal de je l'ai, quoi. Bah, carrément. Ouais, c'est ma thérapie. En fait, c'est un métier, évidemment, parce que j'ai fait le choix d'en vivre financièrement. Donc, bon, je pourrais aussi faire de la musique sans avoir fait ce choix-là. Mais c'est aussi complètement, intrinsèquement une façon de vivre. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un état, en fait. Donc, c'est un truc qui me quitte jamais. C'est-à-dire que même si des fois je suis 6 mois sans écrire, je sais que c'est 6 mois où je suis une éponge, et puis je vais lire des choses, je vais regarder des films, je vais avoir des discussions avec des amis. Je vais appeler ma mère, j'en sais rien. Je vais voir mon fils grandir et que j'accepte aussi que en fait ça fait partie de ça, de la création. C'est des phases de rien où t'emmagasines consciemment, inconsciemment, etc. Et puis des phases où il va falloir commencer à sortir sur le papier, essayer de mettre en forme. C'est un travail un peu ingrat aussi, c'est une période de chaos. En fait, il faut accepter de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir vraiment quelle forme finale ça va avoir. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'accepter de ne pas savoir. Et donc tu avances un peu comme ça, puis petit à petit, hop, ça se dissipe et tout. Tu dis, ah oui, ok. Puis d'un coup, tu te retournes, puis tu fais, ah ouais, alors tiens, j'avais jamais pensé que la maison à la fin, elle ressemblerait à ça. Et ouais, je trouve ça, et même dans sa vie en général, ça m'a beaucoup aidé aussi d'accepter la précarité de mon métier, par exemple, et d'accepter de ne pas savoir de quoi sera fait ma vie dans 6 mois, ou dans un an, ou parfois dans 15 jours, et de garder en fait une sérénité avec ça, et de me dire quoi qu'il arrive, en fait, bah, tant que je fais et que je pose mes briques, le reste, j'ai confiance. Et puis, bah, des fois, voilà, il y a des périodes difficiles. Quand on observe les saisons, on voit très bien qu'en fait, la phase de l'hiver, on dirait que tout est mort et que plus rien ne bouge. Et en fait, sous la terre, c'est en train de déployer une énergie de malade pour qu'au printemps, il y ait une petite pousse qui sort. Si j'avais pas un conseil, parce que je trouve que c'est toujours bizarre de conseiller des gens, mais en tout cas d'avoir en tête qu'il faut prendre des risques, en fait. Il faut oser se mettre en danger, il faut oser se mettre en insécurité, mais pas en danger. Il faut pas se faire mal, il faut pas, mais par contre il faut oser se confronter à l'échec, parce que en fait si on prend pas le risque à un moment, en fait il pourra jamais rien se passer. Et moi par exemple j'avais pas du tout envie d'être prise à ce truc du conservatoire là, mais vraiment pas. Mais j'avais quand même un tout petit truc en moi qui avait envie de savoir ce que je valais. Et en fait, il faut écouter ce tout petit truc. Et tout truc qu'on n'a pas envie, qui nous fait peur, qui machin, et puis si j'échoue, et puis etc. En fait, ben voilà. Et il faut vraiment oser l'intensité et le risque, en fait. Et je crois qu'il n'y a que les personnes qui risquent qui peuvent à un moment réussir. Pareil, ça ne veut rien dire, mais en tout cas... toucher des choses, accéder, ouvrir des portes. Voilà. En fait, tu peux pas ouvrir la porte si je reste devant la porte. On me dit, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte et tout. Et en fait, faut juste que... C'est hyper peur d'ouvrir une porte, en fait. Faut y aller. Et puis si derrière c'est nul, bah c'est nul, c'est pas grave, il y a plein d'autres portes, quoi. Voilà, faut ouvrir les portes. Faut frapper, et puis des fois, faut pas frapper, faut y aller. Et souvent, on n'est pas déçus quand même. Au pire, ça marche. Bravo.